Hello les potagistes et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, encore une fois ici au Québec, où j'ai fait une rencontre superbe d'une personne un peu comme moi qui partage la passion de la terre. Et il venait juste de m'expliquer comment il travaillait ici dans sa ferme, et on voit toute la passion qu'il met dans tout son travail, hein, on peut le dire. Mais je vais arrêter de parler, je vais vraiment laisser la parole à ce personnage haut en couleur qui partage vraiment cette passion. Donc si vous arrivez un peu à vous présenter et à expliquer un peu comment vous faites le travail ici pour réussir ces belles récoltes, ces belles cultures que vous faites. Oui, mon nom c'est Jean-François, donc je me présente, Jean-François Spain, je suis un des copropriétaires avec ma conjointe Stéphanie Arnois, de la ferme des Jardins de Forion. C'est une ferme agroforestière, donc on fait autant de la foresterie que de l'agriculture. Puis on s'est implanté ici en Gaspésie. D'ailleurs, Gaspésie, c'est un terme micmac ça veut dire Gaspé-Gawagi, la fin des terres. Okay. C'est une des 7 provinces du Mi'kma'ki, qui était l'ancien grand pays des Mi'kmaq, les Premières Nations qui sont établies sur le territoire. On n'ira pas plus loin là-dessus, mais pour vous présenter le nom du lieu. Ben ouais. Donc, puis ici, on est dans en fait, on est dans le village de Kaposo, qui est un village enclavé dans un parc national. Fait que c'est une réalité, je dirais, socio-économique très particulière. Okay. Le parc a été créé en 1971 et avant la création du parc, les gens avaient, on le voit probablement sur l'écran, donc les terres montaient jusqu'en haut des montagnes. C'était des lots complets, 40 hectares. Et le parc a réduit considérablement la profondeur des terres. Les gens qui habitaient ici en complémentarité, je dirais, au niveau économique, entre la foresterie, l'agriculture et la pêche, vivaient de façon relativement autonome. Puis leur lien avec le marché extérieur, c'était beaucoup avec l'industrie de la pêche. C'était des pêcheurs de morue principalement, morue séchée salée, qu'on exportait beaucoup en Europe. C'est vrai. À travers des investisseurs qui étaient des Jerseyais, des Guerneseyais, donc les îles comprises dans la Manche, qui ont quitté éventuellement parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a développé le petit bateau-usine, le bateau mue à moteur. Okay. Et là, on a surexploité le poisson de fond. En 1993, il y a eu le moratoire du poisson de fond qui a arrêté cette pêche-là à la morue. Puis ici, en 1971, il y a eu les premières fusions municipales au Québec et la création du Parc national. Donc, il y a eu comme 3 événements qui ont diminué beaucoup les capacités de la population locale à pouvoir s'organiser sur son propre territoire. Plus de poissons, plus de forêts, puis plus de terre. Ouais, ben... Ça fait que les gens sont passés d'un village plus ou moins habité, en fait très habité, plus ou moins autonome, à un village complètement dépendant de l'extérieur. Une banlieue, littéralement. Donc, c'est devenu la périurbanité qui a fait monter la valeur des terres, entre autres, mais qui a contraint les gens à devoir utiliser leur voiture individuelle pour se déplacer quotidiennement pour aller travailler. Donc, la ferme, nous, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réhabiliter un peu ce paysage-là, ce paysage agricole, mais le paysage, je dirais, comme je disais, de savoir-faire, ce paysage-là qui était le paysage des anciens, qui est un paysage habité, qui nous éloigne de la banlieue, qui nous éloigne du véhicule individuel, puis qui nous permet de vivre sur la propre terre qu'on habite. Donc, l'idée, c'est d'être un peu un rempart ou un modèle alternatif au modèle du tout au véhicule qui nous amène dans la crise climatique dans laquelle on est, d'une part. D'autre part, c'était de revaloriser un mode de vie plus traditionnel qui est ancré sur le territoire, donc qui est un lien avec l'historique passé du territoire ici de Kaposo. Puis ensuite, c'est d'en faire un peu une ferme-école. Donc, comme on enseigne, on amène nos étudiants à venir faire un tour à la ferme. Ah ouais, ça, c'est puis là, on leur explique ça. le modèle. Puis le modèle de la ferme, c'est ça, comme je vous le disais, c'est qu'on est basé sur 4 productions. Donc, on produit de la fleur coupée, des bouquets de fleurs comestibles. On fait des produits transformés avec des fleurs comestibles. Des fleurs comestibles, ah ouais, oui. La plupart, pas tous, là, mais la plupart des fleurs comestibles. Donc, ça peut servir... intéressant, ça, ouais. Oui, ça peut servir d'ornementation. En fait, on le fait, nous, entre autres, sur des muffins, des cadeaux, des gâteaux anniversaires, dans des salades, dans des laitues. Avec la laitue, ça fait des belles présentations. Ah ouais, effectivement. Puis, donc, la fleur coupée, les légumes frais, des produits transformés avec nos surplus de légumes, entre autres, puis du sirop d'érable. Donc, pas très loin d'ici, on a une petite érablière qui est en développement. Fait que l'idée, c'est d'essayer de... Vous faites votre propre sirop d'érable? On fait notre propre sirop, oui. OK. Merci. Ça fait plaisir. Donc vous avez un champ d'érablier quelque part? Oui, c'est des érables. En fait, c'est un arbre. C'est l'érable à sucre. C'est un arbre très gros comme le bouleau blanc que vous voyez là. Puis quand il atteint une certaine grosseur, une certaine maturité, là, on met un chalumeau à l'intérieur. On perce une entaille, on met un chalumeau à l'intérieur, puis on retire. C'est de l'eau d'érable, c'est pas de la sève. C'est ça, c'est de l'eau qu'après vous faites avec l'évaporation pour créer ce sirop après d'érable qu'on connaît un peu tous. Oui, c'est ça. Exactement. Ça fait que... Puis l'idée derrière tout ça, c'est que
Je vous parlais tantôt de la notion d'économie extractive. C'est que l'économie que les Occidentaux, que les Européens ont beaucoup implantée ici, au niveau de la pêche, au niveau de la foresterie, au niveau des mines, au niveau des plaines agricoles, vous me parlez des plaines de l'Ouest, c'est un modèle qui met beaucoup de pression sur les écosystèmes jusqu'à les épuiser, puis qui va travailler en fait à structurer des économies, mais à travers principalement l'emploi. Ça fait que les gens deviennent comme l'intermédiaire opérationnel d'un modèle sur lesquels ils n'ont pas de levier. Puis nous, on s'est dit, il faudrait éviter de tomber dans ce piège-là, ce qu'on appelle le piège extractif. Donc, on s'est dit, on va faire des produits primaires. Fait que, tu sais, avec une forêt, tu peux faire un 2x4 puis faire plein de 2x4 avec tes épinettes. Mais tu peux faire d'autres choses. Tu peux faire des bateaux, tu peux faire des violons. Et là, tu vas avoir un produit de plus grande valeur. Fait qu'à partir de notre production primaire, qui sont les légumes, on va faire une production secondaire ou tertiaire, donc les fleurs ou les produits transformés, qui vont nous donner une plus-value économique pour le capital dans la ferme, mais qui va surtout diminuer la pression sur les écosystèmes de production, entre autres. Puis donc, la manière avec laquelle on cultive, c'est que là, on tombe dans une année très chaude. Ici, en Gaspésie, c'est vraiment rare là, d'avoir des températures comme ça. C'est vrai que nous, en Europe, on a l'impression qu'au Canada, il fait vraiment froid, qu'il y a de la neige en permanence. Et en fin de compte, là, on y est en juillet, août. Et il y a vraiment des grosses chaleurs, des 30 degrés qui dépassent largement les 30 degrés. Oui, c'est inhabituel, mais là, c'est devenu une nouvelle norme, en fait. Avec le réchauffement climatique aussi, vous le sentez, vous, ici, oui, absolument. au Québec? Oui, les hivers sont beaucoup plus en dents de scie aussi. Là. Ça fait que la différence entre une précipitation de neige ou une précipitation liquide, c'est 0 degré Celsius. Là. Ça fait qu'on le traverse plus souvent qu'avant, beaucoup. Là. Ça fait que ça modifie le couvert neigeux énormément. Donc, ça a un impact, évidemment, sur les espèces qui vivent en dessous. Ça, c'est un autre domaine, on n'ira pas là-dedans. Ça fait que pour nous, là, les légumes, on fonctionne en alternance de production. Ça fait que, par exemple, la serre, on a commencé fin avril, début mai, puis on l'a vidé complètement 2 fois. Donc, on commence avec, par exemple, les bok choy. Une fois qu'ils sont récoltés, on va... Alors, le bok choy, c'est comme un petit chou chinois, en fait. C'est des petits choux. Là. Ah, d'accord. Ouais. Fait que les verdurettes du printemps, tu sais, la laitue, les bok choy, entre autres, dans la serre. Puis une fois qu'elle irradie, quand tout ça est récolté, là, on va y aller avec un deuxième semis. Fait que là, voyez-vous, on a transplanté du basilic, les tomates sont là. Puis si la caméra peut nous suivre, en fait, on a développé aussi, on explore cette réalité-là, mais ce qu'on appelle des cultures complémentaires. Donc, sur une planche, comme la planche de tomates ici, bien, on a semé des betteraves aux extrémités, donc latérales. Là-bas, on a semé des carottes avec des petits pois. Donc, le pois prend le centre de la planche, puis là, il nous reste deux rangs, finalement, à l'extrémité. Fait qu'on essaye de mettre le plus possible l'ensemble des surfaces en production. C'est ça. Mais ça met évidemment beaucoup de pression sur le terreau. Ça fait qu'on l'amende avec de l'engrais, du compost biologique au printemps. Mais une fois que les cultures sont récoltées, comme là, peut-être dans 3 semaines, je vais récolter ici mes poireaux, bien là, je vais revirer ma terre et je vais semer un engrais vert. L'engrais vert, lui, par exemple, du blé ou du pois ou du seigle, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser puis il va capter de l'azote, du phosphate. Et moi, je vais détruire ce qu'on appelle, je vais tout casser mon engrais vert en plus petits morceaux et je vais le réenfouir ensuite avec une herse rotative dans le sol. Et c'est vrai que nous, souvent en Europe, on a l'impression qu'au Québec, vous utilisez beaucoup de pesticides, d'herbicides, beaucoup d'engrais chimiques. On a vraiment cette impression-là. En tout cas, on entend dire que là-bas, enfin qu'ici plutôt au Québec, vous utilisez beaucoup d'engrais. Et là, vous êtes un peu la preuve vivante que c'est faux, que vous utilisez aussi ce côté un peu permaculture, ce côté culture naturelle. Exactement. Là, vous m'expliquez aussi que vous retournez à terre pas avec un tracteur, mais plutôt avec la grelinette. Avec la grelinette, c'est ça. Hein, donc toute une surface comme ça à la grelinette. Donc incroyable aussi. Hein, oui, mais là, comme je vous dis, on est en transition, on se mécanise un petit peu plus parce que là, puis on va ouvrir davantage de surface aussi. On a acquis un terrain juste à côté ici. On est en train de le défricher, ça fait qu'on déboise présentement. Mais puis on fait attention, voyez-vous, normalement, je récolte jamais de bois, je ne vais jamais couper de bois l'été. Je vais couper seulement l'hiver, au moment où les arbres concentrent la sève dans les racines. Donc l'arbre est beaucoup plus sec, beaucoup plus dense. Ça fait un meilleur bois de charpente, ça fait un meilleur bois de chauffage aussi. Mais là, on n'avait pas le choix, il fallait ouvrir. Fait qu'on a attendu la couvaison des oiseaux, qu'elle soit terminée. Fait que quand j'ai vu que les oisillons étaient partis des nids, là, je me disais, au moins, je peux couper sans détruire. Incroyable, encore une fois, un personnage haut en couleur, qui respecte la nature, qui fait au mieux, en tout cas,
On essaie d'être le plus symbiotique possible. Puis on puis ça évolue. se voit. Ouais, c'est ça. Puis on essaie d'évoluer en complémentarité avec ce que la nature. Tu sais, comme là, voyez-vous, sur les extrémités de nos planches, souvent, on va planter des fleurs. Ok. Là, vous avez des calendules à l'extrémité des cornichons. C'est ce que je voyais aussi. Ouais. Ça favorise ça intéresse les pollinisateurs. Ah, c'est ça. Ça fait que les pollinisateurs vont venir voir ces fleurs-là. Puis là, hop, ça, puis il y en a d'autres un peu qui se promènent dans les champs, puis ça fait que c'est ça, c'est vivant. Et c'est vrai que les insectes pollinisateurs, il nous en manque de plus en plus aussi en Europe. En plus, j'ai fait une vidéo sur la pollinisation manuelle, par exemple des courgettes, parce que parfois, on a besoin de nous d'avoir une action pour remplacer les insectes pollinisateurs, ce qui est un peu dommage, parce qu'en fin de compte, on a tout ce qu'il faut pour créer ces pollinisateurs, pour qu'ils puissent faire ce travail pour nous créer ces fruits et légumes. Donc, aussi une belle astuce de mettre des fleurs aussi à côté, dans les extrémités de vos parcelles au potager. Donc, une belle astuce aussi que vous nous donnez là, merci. Et puis du coup, vous me disiez aussi que pour retourner la terre, vous utilisez la grelinette, mais vous poussez aussi donc la mécanique pour un peu tourner la terre comme qu'un tracteur qui vient d'Italie, c'était la marque. Le tracteur est japonais, mais l'outil est italien. Ah voilà, c'est l'outil qui est italien. Le café vient d'Arabie. Le vin de France. C'est ça. C'est ça. Ça fait que oui, on appelle ça une herse rotative. Donc, un rotoculteur, c'est un axe qui est à l'horizontale sur lequel on a mis une roue un peu comme un souffleur à neige qui va retourner la terre. Mais ça a l'inconvénient que ça brasse toute la terre au complet. Puis c'est aussi que ça fait un lit, ça lisse un lit dans le fond de la planche, en fait, parce que tu es toujours à la même hauteur. Fait qu'à la longue, ça lisse un lit qui devient très imperméable. Puis il y a une imperméabilité, en fait, qu'on cherche à conserver dans l'échange des nutriments dans le sol, puis au niveau de l'eau aussi. Alors, fait que la herse rotative, elle, c'est une action qui est verticale, puis qui tourne. Donc, elle ne fait que remanier, si vous voulez, le sol, sans créer de lit à la base. Puis ça fait un sol qui est très, très meuble. Nos pommes de terre ont été semées dans une planche qui a été travaillée avec la herse rotative. Puis comme ça fait des sols beaucoup plus meubles, les carottes, par exemple, vont moins fourcher. C'est ça, c'est vrai que je ne connaissais pas cet outil, mais effectivement, ça peut être utile dans une terre comme ça. Pas non plus brailler toute cette terre, la rendre quand même meuble, parce qu'il faut quand même une terre meuble pour pouvoir réussir les cultures. Donc, effectivement. Puis le moins de travail mécanisé possible, parce que la mécanisation compacte le sol. On ne veut pas avoir un sol, on veut décompacter le sol. Puis, tu sais, si des gens, par exemple, ont beaucoup de mauvaises herbes dans leurs planches, souvent c'est parce que le sol est trop compacté. La job des mauvaises herbes, le travail des mauvaises herbes, c'est d'espacer justement le sol. Ça fait que c'est des plantes qui sont habituées de vivre dans des conditions plus difficiles, plus arides, plus compactées, moins de lumière, éperses. Fait que leur travail, c'est de ramener le vivant, mais quand nous, on veut l'amener un petit peu plus loin pour cultiver des légumes, ben là, on les trouve mauvaises herbes, mais dans le fond, c'est des très bonnes herbes. Là. C'est aussi une chouette astuce aussi, pour éviter un peu les herbes indésirables qui peuvent pousser, il faut rendre un peu la terre meuble. Si en effet, une terre compacte, eux, ils poussent super bien, contrairement à nos cultures. Donc rendre la terre meuble, ça peut aussi diminuer ces herbes un peu indésirables qu'on ne les veut pas trop dans notre potager. Donc encore une fois, superbe astuce aussi qu'un conseil. En tout cas, merci. Je ne sais pas si vous voulez rajouter encore quelque chose par rapport... bienvenue chez nous, ça fait plaisir de vous accueillir. Après, avec le tableau que vous nous montrez, je crois que ça montre vraiment tout le savoir-faire que vous mettez dans vos pratiques, dans vos mains pour réussir toutes ces cultures. J'ai vraiment fait le tour et c'est vraiment... tout est vert, incroyable. Là, je vois que vous avez aussi du basilic violet. Donc vous changez aussi un petit peu, vous changez un peu les variétés. Dans nos cultivars. Là. Voilà, c'est ça. Vous mettez un peu des variétés différentes aussi dans vos cultures. Donc vraiment magnifique. Puis je vois les papillons, ça se voit pas dans l'écran, mais on voit des papillons, des abeilles, des guêpes. Donc vraiment plein de pollinisateurs, d'insectes pollinisateurs. Donc waouh, encore une fois, bravo, j'ai envie de vous dire. Et merci. Merci pour ce partage, merci pour cette rencontre qui était vraiment incroyable, vraiment encore une fois un personnage de passion, vraiment je peux vous le dire, il m'a accueilli les bras ouverts, il m'a expliqué comment il faisait ici au Québec, dans cette parcelle, dans son potager là. Donc encore une fois merci pour cet échange, merci pour cette vidéo, et puis à tout bientôt, aussi les potagistes pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.